Bonjour, je suis Jennifer Major et je vous souhaite la bienvenue et on va donc parler des pratiques prometteuses pour la rétention du personnel soignant dans les communautés nordiques rurales éloignées. Notez que cette séance est enregistrée. Alors, je l'ai déjà dit, je m'appelle Jennifer Major, je suis heureuse d'être votre hôte au nom d'Excellence en Santé Canada. J'aimerais souligner que j'appelle d'Ottawa, où il pleut, qui est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. J'ai grandi à Corner Brook, à Terre-Neuve, sur le territoire traditionnel Mi'kmaq. Alors que je cède la parole à mon co-animateur Randy pour qu'il se présente, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Randy, à vous de jouer. Thanks, Jennifer, and greetings to everyone Merci, from the heart of Jennifer. the territory Et and donc, bonjour, du cœur du territoire visé par le traité numéro 1 de la patrie des Métis de la Rivière-Rouge. Je suis heureux de co-organiser cet événement représentant l'Institut canadien d'information sur la santé. Donc, voilà, il pleut, c'est la réalité. Alors, je suis très heureux d'être ici, encore une fois. Nous avons prévu une excellente séance pour vous, y compris du temps pour vos questions et de la discussion après les brèves présentations. Mais d'abord, revenons à Jennifer qui va nous aider à nous organiser. Alors, quelques éléments logistiques avant de débuter. Alors, nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée en français pour cette séance et si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner Français dans le menu d'interprétation au bas de votre écran. Deuxièmement, partagez vos questions et commentaires en utilisant la boîte de clavardage au fur et à mesure que nous avançons, y compris toute demande de support technique. En ce qui concerne l'ordre du jour des discussions d'aujourd'hui, nous commencerons par partager un peu de contexte sur le besoin pressant pour la rétention du personnel soignant dans les communautés nordiques, rurales éloignées du Canada. La rétention de la main-d'œuvre est bien sûr un défi dans les communautés urbaines aussi. Et les stratégies dont vous entendrez parler aujourd'hui peuvent également être adaptables au contexte de communautés urbaines, sans doute. Ensuite, nous demanderons aux leaders de soins en santé de 4 sites de partage, plutôt de partager de l'information sur les pratiques prometteuses qui favorisent la rétention du personnel soignant dans les communautés nordiques, rurales et éloignées où ils vivent et travaillent. Après les 4 présentations, Randy animera une discussion pour répondre aux questions et aux commentaires reçus dans la boîte de clavardage. Notez que vous pouvez également trouver les résumés des pratiques prometteuses dont vous entendrez parler aujourd'hui sur le site web de SC et ICIS. Nous allons faire afficher le lien dans les boîtes de clavardage maintenant. Bon, avant de passer aux présentations, un peu de contexte sur l'accent mis sur la rétention pour le webinaire d'aujourd'hui. Nous savons que pour remédier à la situation du personnel soignant, il faut prendre des mesures dans de nombreux domaines, du recrutement, de l'éducation, des champs de pratique et d'autres éléments encore. Cependant, pour cela, nous allons nous concentrer sur la rétention de la main-d'œuvre actuelle, d'autant plus que nous savons que de nombreux professionnels de la santé quittent le marché du travail ou éprouvent des sentiments de stress, épuisement professionnel, par exemple. Et on est très heureux de pouvoir vraiment parler de ce qui fonctionne bien. À vous la parole, thanks, Randy. Jennifer. Just a few words about Merci, Jennifer. the settings that we're talking about today, because some Alors, of these on va parler un peu also in northern des rural contextes, communities. parce que ces So, as exemples you nous viennent probably all toutes know, de ces Canada's régions. population has Bon, been la population du slowly Canada, aging comme vous in le recent savez, decades. devient Less lentement than 8% plus Canadians urbaine currently live in depuis rural des décennies, mais communities, près de and 18 des many Canadiens vivent Canadians are actuellement dans community des doctors and collectivités rurales practice et medicine. beaucoup d'entre eux So, vivent avec ensuring plus de problèmes de santé providing que leur homologue safe, urbain. quality Il est donc healthcare essentiel is d'assurer un accès essential. équitable à des soins de To santé offer sûrs a et de scaled-down qualité. version of Mais le what we simple fait call d'offrir une version rural réduite often de ce qui results fonctionne bien dans les zones urbaines ne fonctionne in souvent pas rural bien ou remote même pas du nursing tout homes. dans les régions rurales, So, for éloignées et example, the nordiques. unique characteristics of La each area reconnaissance des continues caractéristiques to uniques de guide chaque the région est development essentielle à la of rural planification et à la prestation de services de santé qui There's correspondent no vraiment aux besoins single locaux. rural Il n'y a pas solution. qu'une seule solution dite Next rurale. slide, please, Sheena. Prochain cliché, s'il vous plaît, So China. providing those services across the Alors, following pour seven fournir ce service communities dans une série complète de milieux, il faut faire face à un certain nombre de défis uniques, notamment la révision régulière des offres de services pour s'assurer qu'elles répondent aux besoins en constante évolution des personnes desservies. Et bien que les défis en matière de ressources humaines en santé dans les grandes villes soient un réel problème de nos jours, la plupart des fournisseurs ruraux sont confrontés à des problèmes encore plus importants. Et rappelez-vous, ils avaient des chiffres plus faibles au départ. En conséquence, les systèmes de santé ruraux sont obligés de faire preuve de créativité pour explorer de nouvelles façons de tirer parti des compétences du personnel dont ils disposent, même si cela signifie faire des choses différemment aujourd'hui qu'hier. Les options de soins virtuels peuvent fournir une solution extrêmement flexible et pratique à certains problèmes, mais nous savons tous que de nombreux services de santé nécessitent un examen physique et une intervention. Les options virtuelles sont donc agréables à voir, mais ne peuvent pas couvrir tous
le spectre. Next slide, please, Sheena. Prochain cliché, China. Without further delay, I'm Alors, pleased sans to plus introduce the tarder, first of our j'ai le hosts plaisir de this vous evening. présenter le premier de nos 4 présentateurs A pour reminder aujourd'hui. to share your Un questions and rappel, comments in partagez the les questions et les Q&A commentaires tab, pendant les and we will présentations answer questions at the dans la end boîte de following the clavardage et nous presentations. répondrons aux questions à la fin de toutes So les our first up présentations. is my good Alors, friend tout Shannon d'abord, Guerrero, the Vice mon President amie of Shannon Guerrero, vice-présidente de la pratique Professional Practice interprofessionnelle des services Manager cliniques et infirmières, for en the chef Northern Regional de l'Office Hospital régional de la in santé du Nord Manitoba au to Manitoba. present on their Elle va nous faire une National présentation sur le Conseil des soins Shannon, infirmiers. it's over to you. Shannon, à vous de jouer. Thank you very much, Randy, and thank Merci all of you for beaucoup, being here Randy. today. Good Merci afternoon. d'être First of ici all, I'd like to aujourd'hui. Bon acknowledge that après-midi. the Northern Alors, Regional j'aimerais Health Authority reconnaître que surveyed country notre wide Office on régional de la the santé du territory Nord est sur le traité 5 that Manitoba is et located on que the le traditional Manitoba se ancestral trouve lands of the sur les Anishinaabe, territoires ancestrales et Anishinaabe, traditionnels de Denis, Anishinaabe, Zuni, Anishinaabe et Denis, Zumi, Sawawak, Innuit, Manawfawawak, Inuit, and Innuak, Siouxland. Inuit, We acknowledge that etc. Manitoba is situated Et on on the reconnaît que le homelands of the Manitoba Red se River trouve Métis, sur les who terres respect natales waters, land, des métiers de history, la rivière language, Rouge qui and respectent cultures of l'histoire, their le langage, les Aboriginal terres, les eaux Inuit, et present la and future culture Canadian et la langue. citizens. We respect and Nous acknowledge that we respectons et are nous all reconnaissons connected to the que nous spirit sommes and tous intent of the liés treaties. par The l'esprit et treaties between l'intention our des members traités committed to et working in l'élaboration de ces collaboration traités and et partnership nous that nous advance engageons à collaborer citizen-centered et justice, continuer truth, nos and partenariats reconciliation. en visant la Autochthony vérité, la means being justice et la First Nation réconciliation. Métis and Autochtone veut Inuit dire Première inclusively. Nation, We Métis et acknowledge the Inuit unique inclusivement. On status of reconnaît Indigenous peoples le of Manitoba statut and unique Canada. de ces peuples Next au slide, please. Manitoba et au Canada de façon plus large. Prochain cliché. So you can see just from the slide that Alors, vous voyez ici Northern avec le Manitoba cliché encompasses a que large portion le of the nord du population of Manitoba and donc Northern englobe une grande Manitoba partie de la is région. En fait, le relatively nord du Manitoba encompasses two-thirds of Manitoba. et However, la we have RSN only one-fifth of the représente deux population. So tiers, basically, geographically, mais on we're n'a qu'un very cinquième de large. la The population. Donc, populational géographiquement, nous sommes très area is gros, mais du sparse, point de vue de la and that population, creates c'est très challenges in petit, terms of ce qui space, crée des distance, défis en and termes d'espace, transportation. distance et de The Northern transport, comme vous le Province devinez. also cares for the Euh, most marginalized la région population in sanitaire du Manitoba Nord and possibly s'occupe Canada. And in des régions addition les to plus that, au we have nord a du number of Manitoba difficulties et have du difficulties Manitoba. Pour recruiting ce qui est des maladies, nous avons nurses, de la as difficulté most à recruter areas in Canada des infirmiers et des infirmières, comme c'est le cas to ailleurs au provide Canada, care for those pour patients. offrir des But soins today we pour are ces going to patients. talk Et about aujourd'hui, nous allons retention. parler de rétention. Before I get started on the Avant de Nursing me lancer Services Council and how it is in its sur current state, la I'd like to give question a little bit of du history and Conseil background de soins infirmiers on et son when fonctionnement it actuel, j'aimerais came, vous how parler it un peu de came to be. contexte. Comment So during tout cela a vu le jour? 1994, 12 En children died 1994, following 12 enfants surgery after sont having décédés undergone cardiac surgery at suite Victory à Hospital avoir in Winnipeg. subi des chirurgies Throughout du cœur à Winnipeg. 1994, concerns about À the travers health and safety of the 1994, la children and about préoccupation the par rapport au décès conditions de of chacun de those ces enfants et la condition have been discussed with des many enfants qui ont authority subi and d'autres hospitals chirurgies ont fait and l'objet de clinical discussions staff. In May entre les 1994, membres du following personnel. the death Mai of the fifth of the 12 1994, children, suite au décès members du of the cinquième des Division of 12 enfants, Pediatric les Cardiac membres Anesthesia de unanimously agreed plusieurs that no spécialisations se participation sont in mis d'accord de façon interventional unanime à ne cardiomyopathy plus cases until participer à des rehabilitation and chirurgies à wanted cœur ouvert emphasis avant que quelque that the chose se Northern fasse. Et j'aimerais Province souligner institute que les their concerns infirmiers et forward infirmières ont soumis regarding this leurs préoccupations situation par rapport à ces ahead différentes situations until the et que ce n'était anesthesiologists pas avant que les continued to anesthésistes provide their refusent services de continuer that à offrir a ces review services, committee was qu'un appointed and the comité program d'examen a été continued to nommé offer et these le programme a low continué risk à offrir des very services at pour risk des cas à children. faible risque durant cette Patients période unable to d'examen. await the Des outcome of cas the qui ne procedure were pouvaient pas transferred attendre les out of résultats the de cet province. examen ont été During transférés à this l'extérieur de period, la province. Durant cette période, concerns were expressed by des the préoccupations ont PICU été nurses, the exprimées NICU nurses par over the types of les différents procedures types that would d'infirmiers be et carried infirmières out sur les in différentes intensive care procédures qui devaient units, être and they were suivies not addressed. dans les soins It intensifs appears that the concerns of the qui operating n'avaient room pas été nurses, abordés. whatever the nature of the Alors, les mortality that infirmiers occurred, et and with infirmières the en mortality rates chirurgie were et interpreted avec as tout le the taux de nurse's mortalité qu'on a inability to connu, cope eh bien, with the finalement, unforeseen c'était prolonged death of a child. There was an l'incapacité incident des infirmiers et where infirmières the nurse's qui lack of n'étaient pas en patience was a mesure larger de faire face à la problem. réalité When the hospital de ces décès. reorganized in the summer of Lorsque l'hôpital a été 1994, the réorganisé, position l'été of de vice president 1994, nursing le was poste eliminated. d'infirmier vice-président a Finally, été the éliminé. evidence Et suggested finalement, that the les study that preuves ont stated suggéré that the que hospital malgré les reorganization intentions de often l'hôpital enabled à implicit réorganiser les choses en failures of the 1994 staff, et à implicitement to minimize d'évaluer the le surgery, cut rôle costs, des primarily infirmiers et reducing infirmières nursing pour services. réduire les coûts et Throughout
donc en réduisant les effectifs. À travers 1994, les infirmiers et infirmières ont
vraiment exprimer haut et fort leur opinion pour toutes sortes de raisons, des raisons institutionnelles et personnelles. Encore une fois, on n'a pas écouté leurs préoccupations. Se sont fait dire qu'ils devaient se taire et cela, évidemment, les a bouleversés, frustrés et tout cela a eu un prix émotif très, très lourd. Euh, Murray Sinclair a dit il est nécessaire de mettre en place des structures qui assurent que tout le personnel puisse s'exprimer sans crainte de réprimande. Et il est également important d'ajuster que la position d'infirmier et infirmière ne soit pas aussi subversive. Il a été recommandé que le conseil change, le conseil de soins infirmiers soit restructuré et donc ait la responsabilité de regarder de plus près les préoccupations des infirmiers et infirmières et qui devait donc aussi figurer sur d'autres conseils. Alors voilà un peu pour la toile de fond pour vous expliquer comment a vu le jour ce conseil de soins infirmiers, ce CSI. Prochain cliché. À l'heure actuelle, avec l'Office régional de la santé du Nord et aussi avec le CSI tel que ça existe dans la région du Nord. Bon, tout cela a commencé en 2015 sur recommandation du juge Murray Sinclair à la suite d'une enquête. Bon, il y a plus différents conseils aussi qui existent au Manitoba, dans le Nord. Le Conseil des soins infirmiers, je le répète, a commencé en 2015, donc assez loin de 1994, vous comprendrez. Lorsque moi, je suis arrivée au Nord en 2018, la structure était qu'il s'agissait de partage d'informations et l'agent en chef, infirmière, offrirait des informations sur ce qui se passait dans le reste de la province et les infirmiers et infirmières pouvaient poser des questions et c'est comme ça que les choses se déroulaient. Au fil des années, le Conseil de soins infirmiers dans le Nord s'est transformé et ces infirmiers et infirmières sont très engagés, très mobilisés, participent, sont très impliqués. Nous avons des infirmiers et infirmières très enthousiastes qui ont exprimé que de faire partie de ce Conseil de soins infirmiers a vraiment changé leur vie et leur a permis de vraiment pleinement travailler, se réaliser et qu'ils peuvent informer leur pratique et leur façon de fonctionner. Par exemple, quand une nouvelle pratique est proposée par un leadership provincial, par exemple, c'est soumis ici pour fin de discussion et de rétroaction. S'ils trouvent qu'il y a une pratique qui n'est plus efficace dans le nouveau contexte ou à des failles ou dates, eh bien, ce fameux conseil de soins infirmiers peut en discuter et analyser ce qu'il est possible de faire. Ceci mène à la formation de groupes de travail qui élaborent des stratégies, font des ébauches de politiques et de procédures. Donc, le matin, il y a le partage d'informations. Ensuite, l'après-midi, ils se divisent en petits groupes et ils ont fait un travail absolument formidable et ont regardé les questions de pratique au fur et à mesure qu'elles ont surgi et en reparle l'après-midi. On dit souvent que si vous venez au Conseil de soins infirmiers avec un enjeu, vous devez venir vous présenter avec deux solutions. Prochain cliché. Alors, toute expérience associée à la sécurité qui est mise de l'avant au département du CRSN ou autre leadership ou même des plaintes est souvent soumis au Conseil de soins infirmiers pour qu'on trouve une solution. Parce que nous représentons une partie importante dans le Nord. Donc, nous travaillons pour informer notre pratique, vraiment l'éclairer. Le matin, comme je l'ai dit, on partage de l'information et à la fin de chaque réunion, il y a 5 leçons à tirer, à retenir. Il s'agit d'une pratique qui est ensuite partagée. Les 5 leçons sont partagées avec les comités dans chaque unité et l'urgence avec les différents types d'infirmières et il y a des comités qui se déploient. Tout enjeu, toute politique ou procédure qui est changée ou ajustée, peaufinée, est soumis au conseil de leadership pour une approbation finale. Si les changements qu'ils recherchent impliquent d'autres disciplines, eh bien, nous avons un conseil consultatif clinique que le conseil de soins infirmiers invite pour entendre leurs commentaires et obtenir leur approbation. Et tout ce qui implique genre un aspect monétaire
est soumis au Conseil de leadership exécutif. Alors, vous voyez qu'à partir de 1994, où il n'y avait pas un très bon flux de communication jusqu'au niveau exécutif pour ce qui est d'apporter des changements très importants, il n'y avait pas de mécanisme selon lequel apporter ces changements à l'époque. Nous avons un flux très, très clair de pratiques et de comment ces enjeux propres aux infirmiers peuvent être soumis aux leaders, aux dirigeants. So most recently, the Alors, Nursing tout Practice récemment, Council has worked le on Conseil de soins infirmiers a travaillé sur la normalisation des documents à travers la région. Ils ont élaboré un genre de document qui est très, très précieux pour les charge nurses qu'on appelle. Et ce qu'il y a de plus récent, il y avait un élément à l'ordre du jour qui était de traiter le racisme systémique autochtone. Alors, à chaque réunion, ils ont une conversation sur ce sujet. Ou bien ils regardent des plaintes qui ont été soumises par des patients ou d'autres incidents critiques. Et aussi, on a une personne experte en sécurité. Et tout cela avec cette perspective de racisme contre les peuples autochtones. Alors, c'est un exemple de ce que l'on fait avec l'ordre du jour, les différents points. Et ce début de leadership, là, l'engagement, l'enthousiasme, la passion, la fougue, la passion pour la profession infirmière a vraiment fait en sorte que ce conseil de soins infirmiers est devenu quelque chose dont ils doivent être vraiment très, très fiers. Et il y a quantité d'infirmiers et infirmières request being on qui the Nursing Practice Council. demande de faire partie de ce conseil de soins infirmiers et infirmières. Et je vois la question sur comment on s'y prend pour mesurer tout cela. Et en fait, j'ai expliqué à Randy et à Jennifer, nous n'avions pas d'analyse. C'est purement, très honnêtement, anecdotique. Mais nous savons que ce conseil de soins infirmiers et les membres restent sur place. Ils vont chercher d'autres gens plus qui s'ajoutent, qui viennent adhérer au conseil de soins infirmiers. Donc, nous avons une population et un groupe très enthousiaste. Je vois que le temps est précieux. Donc, prochain cliché. Oui, oui, j'allais vous dire, là, il faut y aller, il faut avancer. Mais voilà, c'était en fait la fin de ma présentation. Alors, on a l'engagement, le personnel infirmier qui est engagé, le leadership est participatif, le personnel infirmier joue un rôle clé dans la prise de décision sur l'exercice des soins infirmiers. Et voilà, et les réunions sont fréquentes et l'ordre du jour est structuré. Super, merci beaucoup, Shannon. Donc, il y aura peut-être des commentaires qui viendront. On verra bien. Et maintenant, bon, alors on passera à cette partie-là de questions-réponses et commentaires plus tard. Ensuite, nous avons Melanie McKinnon, directrice générale des services de santé O'Gorman à l'Université du Manitoba. Mélanie fera une présentation sur le modèle d'adjoint aux médecins qu'elle et son équipe ont aidé à faire progresser en partenariat avec d'autres au Manitoba. Mélanie, le plancher virtuel est à vous. Merci, Randy. Bon après-midi. Bon matin aussi. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci, Shannon, de votre présentation. C'est tout un honneur de travailler étroitement et en collaboration avec justement cette région sanitaire du Nord. J'aimerais présenter un travail que nous faisons sur ce poste ou de modèle d'adjoint aux médecins dans ces communautés du Nord éloignées, surtout dans cet environnement des infirmiers et infirmières, que ce soit Service autochtone Canada ou dans d'autres types de divisions. Prochain cliché. Alors, je vais débuter par vous dire que je suis Première Nation, Cree, plus précisément. J'ai grandi à Loboden, Manitoba, et l'image derrière moi est à 15 minutes d'où je vis. Donc, très, très lié à ma famille et les autres membres de la famille qui sont dans la région, mais à travers le Manitoba. Alors, je vais vous parler des services de santé au Gomezon, créés en 1969 par J.A. Hildies. Après la pandémie, nous avons pu souligner notre 50e anniversaire et parfois je fais des blagues parce que je pensais à la dernière fois que j'avais porté des talons hauts puisque je porte des pantoufles et je travaille depuis la maison depuis quelque temps maintenant. Ça va être intéressant de savoir si je peux re-arborer mes talons hauts ces jours-ci. Donc, nous avons eu de la chance
the Northern Medical Unit for, I Ça guess, s'appelait the Northern Medical Unit pendant une douzaine d'années. to present Et today ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, the newer scope of practice that we've recently c'est l'envergure plus récente, la portée plus récente de notre pratique. Une organisation composée de médecins et de spécialistes aussi que nous déployons à 26 des 63 communautés des Premières Nations au Manitoba et 8 hameaux dans la région du Kivalliq. Et nous avons des médecins de famille, médecins spécialisés, infirmières, infirmiers spécialisés, adjoints, adjointes aux médecins spécialisés, de la réadaptation, ce genre de choses aussi. Donc, Nunavut, par exemple, on offre, comme je l'ai dit, tous ces spécialistes dont j'ai dressé la liste. and the PA program, Et ce fameux programme d'adjoint aux médecins est propre au Manitoba, dans le cas dont il va être question ici aujourd'hui. Alors, nous avions cette occasion au début de la pandémie de présenter une nouvelle envergure, une nouvelle portée, puisqu'à travers le pays, à travers le monde, nous cherchions à changer les choses et nous assurer qu'il y ait des services cliniques au sein de toutes nos communautés, mais surtout celles qui étaient les plus vulnérables à cause de leur isolement géographique, mais aussi leur statut sanitaire et leurs besoins en termes de soins de santé. Nous avons 7 de ces adjoints aux médecins, 7 ou 8 communautés au moment où on se parle. On cherche à élargir le programme et nous sommes en cours de négociation avec les 2 paliers gouvernementaux. Nous voulions présenter cette portée parce que nous savons que ces médecins ne sont pas des praticiens indépendants, mais nous voulions aussi présenter une nouvelle discipline qui travaillerait au sein des équipes à ces postes infirmiers, infirmières. Au fil des dernières années, nous avons donc un budget de fonctionnement annuel de 2,2 millions de dollars qui couvre les frais administratifs, le coût des déplacements et les salaires. On essaie de faire une transition et de passer à un différent programme. Et tout cela prend du temps, comme vous pouvez l'imaginer. Et on travaille avec les différentes champs de compétences, surtout pour offrir les meilleurs services dans les communautés des Premières Nations. Alors, les AM ont permis de renforcer l'accès aux soins des communautés des Premières Nations. On parle de 10 000 heures de services supplémentaires et cela a certainement amélioré la qualité et la sécurité, y compris culturelle, des soins dispensés par les équipes. Prochain cliché. Il n'y a pas encore eu d'évaluation officielle. On est en train d'élaborer quelque chose, mais on est au courant de certaines données. On connaît certaines des données pour ce qui est de l'efficacité des coûts, l'amélioration du système et les résultats cliniques et le soutien du personnel de santé. Ce que nous avons pu démontrer, c'est qu'il y a une amélioration de la rétention très nette, un meilleur flux entre les infirmières et les médecins, et ils sont en mesure de prendre une plus grande charge de travail, un plus grand volume, et également un partage est plus sain. Dans cet environnement nursing station, là, post-infirmier-infirmier, vous connaissez ça? Bon, ces infirmiers sont responsables de toutes sortes de soins, les choses plus bénignes, mais les choses aussi quelquefois plus pressantes, le sanitaire, etc. Donc, c'est un continuum très vaste de services et de soins qui sont prodigués par ce personnel infirmier. Ce qu'on a vu, c'est qu'avec ces adjoints aux médecins, ils pouvaient s'occuper de gestion peut-être des maladies chroniques. Voilà, ce qui laisse plus de temps au personnel infirmier, aux médecins pour prodiguer des soins intensifs. Alors ça, c'est une des fonctions. Et une capacité d'appoint critique aussi est offerte par ces fameux adjoints aux médecins pendant les pénuries de personnel extrêmes et l'été, par exemple, tandis que les gens prennent leurs vacances. On entend parler des collègues. Ils disent que ça réduit beaucoup de la pression. Donc, ça soulage les médecins et le personnel infirmier. Il n'arrive même pas à imaginer un avenir sans ces adjoints aux médecins maintenant. Donc, il y a quantité de facteurs de réussite clés qui nous permettent de retenir les AM. Alors,
On parle des points positifs comme l'opportunité d'emploi flexible, tels que les ETP et les lieux de travail variables. On a augmenté le nombre de temps plein et les temps partiels permettent aussi aux autres médecins de travailler dans d'autres environnements à travers la province et d'autres aussi ont pu maintenir leurs compétences et peuvent aussi s'engager à temps partiel au sein de nos communautés. Donc, mobilisation importante des médecins qui ont offert du mentorat au AM. Je m'en voudrais de ne pas parler de la quantité de mentorat qui est nécessaire. On parle de 4 à 6 mois et ce, de façon très intensive. Alors, c'est très important. Il faut en tenir compte. J'aimerais aussi reconnaître le travail que nous avons fait avec le Collège des médecins et des chirurgiens du Manitoba pour formaliser et simplifier le processus d'intégration, de documentation et d'évaluation périodique qui est nécessaire. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette collaboration. Nous, au Manitoba, grâce au Collège des médecins et des chirurgiens du Manitoba, on crée une autre classification d'AM avec une portée de pratique plus large et qui peut fonctionner sous une supervision à distance. Et ça, c'est nouveau à cet environnement, cette pratique au Manitoba. Ça va me faire plaisir de répondre à des questions s'il y en a à la fin. Et aussi, il faut évidemment penser à une affectation réfléchie de chaque AM à l'établissement et au milieu de travail approprié. Il faut qu'il y ait des bons appariements, évidemment. Prochain cliché. Bon, je pense que c'est un des derniers clichés. Alors, on va continuer avec les prochaines étapes. On va continuer à solliciter un financement durable auprès des gouvernements provinciaux et fédéraux, passer du stade de projet au stade de programme avec des structures claires et bien définies. On s'attend à ce qu'il y ait un plan stratégique quinquennal qui prévoit d'avoir un ou une AM dans chaque site clinique, soit 28,8 employés à temps plein. Donc, c'est presque 29. Et on cherche aussi à élaborer un programme de stage de formation multidisciplinaire à micro-accréditation centré sur des thèmes en santé des Autochtones et sur la pratique médicale dans le Nord. Voilà, il faut être fin prêt. Pour être fin prêt à travailler dans un contexte complexe, autochtone, où les compétences critiques et culturelles sont une nécessité, sont une exigence. On n'est pas nécessairement diplômé en étant prêt à pratiquer, mais il va falloir l'être. Et on va poursuivre l'évaluation et l'examen des besoins pour favoriser la pérennité et le succès. Prochain cliché. Alors, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole et de faire ma présentation. Merci à EC et j'ai bien hâte d'entendre les présentations de mes autres collègues ainsi que la période de questions. Merci beaucoup de votre allocution, Mélanie. Et maintenant, on passe au Nunavut. La prochaine conférencière est Lisa Little, qui partagera le travail qu'elle et d'autres personnes au Nunavut ont dirigé pour créer une feuille de route pour renforcer les effectifs du personnel de santé au Nunavut. À vous, Lisa. Merci beaucoup, Randy et Jennifer. Ah, l'interprète n'entend plus. Ah, je suis conseillère qui travaille au gouvernement de Nunavut, au ministère de la Santé, pour travailler sur une feuille de route, justement, et renforcer les effectifs du personnel de santé. Prochain cliché. Alors, je vais vous parler du Nunavut et son contexte infirmier. Environ 38 000 personnes vivent dans 25 communautés réparties sur un territoire extrêmement vaste. Les communautés ne sont accessibles par avion. Chacun a un centre de soins de santé. Il y a un hôpital à Iqaluit, un hôpital secondaire. La population est composée d'environ 84 d'Inuits et le personnel infirmier constitue la majeure partie du personnel de santé du Nunavut. Il y a toutes sortes de différentes infirmières autorisées, infirmières auxiliaires, infirmières praticiennes, spécialisées, etc. Alors, les médecins ne peuvent qu'arriver par avion sur une base rotative. Donc, le recrutement et la formation sont des éléments clés. Et Inuit
a eu beaucoup de difficultés de par son éloignement, a subi des hivers très durs, donc le climat est très difficile. Ce n'est pas toujours évident de faire venir les gens et de les retenir avec des taux de vacances incroyables. Donc, la rétention est l'élément clé. Et nous le savons tous, vous pouvez recruter tant que vous voulez, mais si vous ne retenez pas quiconque, vous n'avancez pas. Alors, l'idée est vraiment de retenir les gens. Prochain cliché. Alors, à propos de la feuille de route pour renforcer les effectifs du personnel infirmier de Nunavut. Alors, on parle de mobilisation du personnel sur tout le territoire pour identifier les problèmes de rétention, trouver des solutions et élaborer un plan d'action à long terme afin de retenir et mieux appuyer la main-d'œuvre. Alors aussi, on veut regarder la segmentation par groupe d'occupation, par communauté, par équipe de leadership, et aussi regarder les étudiants en soins infirmiers. Il y a un collège là-bas pour travailler sur des références et aussi le type d'environnement, domaine de santé mentale ou ailleurs. On essaie d'obtenir toute une gamme de voix au chapitre durant le processus. Alors, j'ai participé à une révision de littérature qui remonte sur 10 ans et je me suis concentrée sur le nord, le rural et les régions éloignées. Avec les résultats des différents groupes de discussion et la littérature, la révision des pairs, j'ai mené une analyse schématique. Ensuite, j'ai repartagé cela avec les infirmiers et infirmières sur le territoire qui travaillent pour le gouvernement de Nunavut par un sondage en ligne. À l'époque, il y en avait 160 infirmiers et infirmières à temps plein qui travaillaient pour le gouvernement et j'étais responsable pour 100 de ces infirmiers et infirmières au Nunavut. C'est formidable. Et tout le monde était vraiment très, très sensible aux différents problèmes et les solutions. Alors, on a regardé tous les domaines. Cette ébauche est semblable à ce que vous avez dit, ce qui se passait donc au Manitoba avec RSN, et ça a fait l'objet de révisions par autres personnels aussi. Et on leur a demandé s'ils voulaient ajouter quoi que ce soit. Tout cela a été renvoyé aux infirmiers et infirmières encore une fois, et tout cela a reçu beaucoup de soutien de très grande quantité d'infirmiers et infirmières. Alors, vous pouvez trouver cela sur le site web de Nunavut, qui comprend plusieurs objectifs, des stratégies et des mesures précises, ainsi que des paramètres pertinents pour mesurer le progrès ou les progrès et évaluer les résultats. Donc, tout cela se trouve au ministère de la Santé du Nunavut et leur plan pour l'amélioration. Donc, on surveille les indicateurs à différentes périodes de l'année, les indicateurs, les définitions, les mesures, à quelle fréquence, ce qu'on mesure, où est la population, d'où proviennent les données, etc., etc. Et c'est là que les 5 piliers ont vu le jour. Au prochain cliché. Alors, ce sont les 5 piliers de la feuille de route pour renforcer les effectifs du personnel infirmier du Nunavut. Donc, il y a les piliers 3, 4 et 5 qui sont vraiment propres à la rétention. Nous avons pris cette feuille de route et on a travaillé avec la communauté conseil pour avoir un plan de travail de première année, pour regarder quelles étaient les priorités, quels étaient les projets qui étaient déjà en cours, qui faisaient déjà partie de la feuille de route et quels étaient les points qui étaient des priorités et à quoi cela pourrait ressembler en tant que projet. Nous avons élaboré dans les détails un plan de travail pour la première année, tout particulièrement. Prochain cliché, comme je l'ai déjà dit, bon, le cadre d'évaluation pour cette feuille de route a peut-être 100 indicateurs. Et ce que j'ai fait au début aussi, c'est une étude de faisabilité pour voir si les données qui sont disponibles associées à ces indicateurs dans un système d'information, est-ce que c'est manuel, des données de qualité, combien de temps cela prendrait-il pour aller chercher ces données, etc. Ce qui nous aide à déterminer ce qu'on peut initier et ce sur quoi on peut faire des rapports immédiatement et les éléments sur lesquels il nous faut encore travailler dans le temps. Alors, nous avons créé un tableau de bord basé sur ces indicateurs qui est présenté chaque trimestre au comité consultatif sur le leadership en matière de soins infirmiers du Nunavut et qui supervise la mise en œuvre et le suivi des objectifs de progrès associés à la feuille de route, donc sur 5 ans, en 2021 à 2026.
J'ai partagé avec vous certains des résultats qui font partie du cadre, mais il y en a bien d'autres qui portent sur la structure et autre chose. On se penche sur satisfaction de l'emploi, violence en milieu de travail, à la disponibilité d'amélioration des équipements. Ça, c'est associé à la rétention, lié à la satisfaction des tâches, l'intention de départ, etc. Parfois, ça se fait sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Ça dépend de la nature de l'indicateur choisi. Prochain cliché. Alors, les principaux facteurs de réussite. Bon, il y a eu la COVID, évidemment. Tout cela a mené à des retards parce que tout cela est traduit dans les 3 langues officielles. Mais si on regarde de plus près les principaux facteurs de réussite, le leader était vraiment la championne de tout cela et ça fait toute la différence. Établir que ça va faire partie de la culture. Nous voulons aider les infirmiers et infirmières. On veut améliorer les situations et on veut que les infirmiers et infirmières participent. On veut qu'ils dirigent et qu'elles façonnent la feuille de route. Donc, ça, c'est la première chose. Ça a vraiment créé une forte mobilisation du personnel infirmier sur tout le territoire. Il y a eu des prises de décision collectives sur les principes directeurs, les piliers, les priorités, les initiatives et les mesures. Il y avait donc un partage de la prise de décision. Lorsqu'on changeait quoi que ce soit, on voulait s'assurer que tout le monde était d'accord. Lorsqu'on peaufinait, raffinait, tout le monde devait avoir eu voix au chapitre. Le son est très coupé. Bon, évidemment, la feuille de route était fondée sur des données probantes et les enseignements d'autres régions éloignées au Canada et dans le monde entier, par exemple l'Australie, parce qu'il y a des points communs et on a pu aller glaner de l'information d'ailleurs. Bon, je réfléchissais là-dessus au fil des derniers jours. Des ressources ont été mobilisées pour vraiment accompagner cette feuille de route, s'assurer que l'information sera présentée. Bon, c'est moi qui le dis, mais ça n'a pas besoin d'être moi, manifestement, mais donc de s'assurer que l'équipe est soutenue. Parce qu'il y a de tels postes vacants, il n'y a pas beaucoup de personnel supplémentaire pour entreprendre ces éléments très importants. Alors, j'offre ce soutien et je cherche à m'assurer du point de vue de la direction, de l'orientation, que les choses arrivent à bon port et qu'on surveille et qu'on voit quels sont les résultats qui fonctionnent lorsqu'on essaie une initiative ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et voilà. Et s'il le faut, on pivote et on change de direction. Dernier cliché. Alors, les prochaines étapes. On est en cours de publier un rapport d'étape sur la première année de la feuille de route. On est en traduction en ce moment. Ça va être sur le site gouvernement Nunavut sous peu. On a préparé le plan de travail pour la deuxième année. On a travaillé sur plusieurs gros projets qui s'en viennent sous la deuxième année du plan de travail. Et ensuite, évidemment, à cause des défis associés aux données, on continue d'améliorer la collecte de données sur les indicateurs d'évaluation afin que les choses soient générées davantage de façon automatique et moins manuelle dans le temps. Alors, jusqu'à présent, ça fonctionne plutôt bien. Prochain cliché. Sur ce, j'aimerais vous remercier et merci le gouvernement du Nunavut de nous avoir donné l'occasion de travailler avec eux. Super présentation, Lisa. Félicitations pour votre travail. J'étais impressionné et surpris quand vous avez parlé de mobiliser une centaine de ces infirmiers et infirmières. Quelle satisfaction vous avez dû ressentir. On pourra en parler à la fin. Mais donc, je vais maintenant passer la parole à la dernière conférencière d'aujourd'hui, présentation de Nunavut aussi, et il s'avère. Alors, nous avons donc Jasmine Pawa, médecin en santé publique et consultante plutôt au ministère de la Santé du Nunavut, qui présentera le programme de formation en radiologie fondamentale, FRF. Jasmine, la parole virtuelle est à vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'occasion de faire ma présentation et merci à tout le monde qui est en ligne. Je reconnais que je suis ici au nom d'une équipe qui a développé, mis en œuvre, participé et contribué au succès de tout ce travail, évidemment. Je suis que le porte-parole. Je suis médecin en santé publique et consultante au ministère de la Santé de Nunavut. Je travaille avec différentes organisations au niveau professionnel, territorial, etc. Je travaille avec d'autres spécialistes et plus récemment,
part of Inuit Nanangat. On travaille avec Nunavut Nanangat et il est important de réfléchir à notre histoire en tant que pays et notre lien à la terre est crucial et aussi de penser à comment cela fonctionne et s'intègre à notre travail, des communications, des séances de communication comme celle-ci, ma perspective que je partage avec d'autres établissements et mes antécédents, évidemment. Je cherche à contribuer. Je trouve que tout ce domaine est vraiment fascinant, l'établissement de politique, façonner les choses et comment on peut améliorer l'expérience de tout un chacun qui passe dans notre système de santé. Prochain cliché. Alors, je suis ici pour vous parler du programme de formation en radiologie fondamentale, FRF, aujourd'hui, mais il faut garder ça dans un contexte de modèle de soins, comment on partage le travail, les tâches et comment nous travaillons en tant qu'équipe. Et j'espère que cela va susciter d'autres questions par rapport à votre propre contexte qui fonctionne bien, les occasions qui existent. Et aussi, j'apprécie l'occasion de pouvoir apprendre des différentes parties du pays, des provinces, des territoires, que ce soit en région urbaine ou rurale, urbaine ou éloignée. Voilà, c'est toujours agréable comme échange. Prochain cliché. So the program, Alors, sorry, le apologies. programme, en fait, il faut reculer. The program has been in place about 5 years now. And Cela fait 5 ans que le programme existe maintenant. Il y a vraiment une force, une richesse, mais évidemment, il y a des défis bien évidents. Les patients doivent parfois prendre l'avion et avoir des soins à l'extérieur. Alors, on parle de formation limitée, disponibilité limitée aussi de gens qui sont en mesure de passer des radiographies, etc. Donc, ce programme formait des gens autochtones de la communauté parce que, voilà, ils doivent spécialiser oui, des Inuits du ministère de la Santé, occupant en général des postes de commis interprètes et d'entretien pour leur permettre de réaliser des procédures de radiographie de base dans les 25 communautés de Nunavut. Il a été créé en 2018 par le ministère de la Santé de Nunavut à l'Ontario and the Ontario Association of Medical Radiation Sciences, OAMRS. Et bon, il y a beaucoup de petites communautés, mais tout cela a déjà eu un grand impact. Prochain cliché. And as I know, many of us talk about, Bon, je sais que plusieurs parmi nous, quand on parle de soins de santé, qu'on cherche à évaluer les retombées et les expériences coûts, fournisseurs aux patients, je pense que justement, toutes ces expériences sont associées à la rétention d'une façon ou d'une autre. Parfois, il est plus difficile de mesurer la quantité. Ce n'est pas évident d'aller chercher la bonne rétroaction. Du point de vue qualitatif, il y a eu des rétroactions très positives à propos du programme jusqu'ici, que tout cela a été très positif, une meilleure partage des tâches et une charge de travail plus facile à gérer pour toute l'équipe soignante. Donc aussi, on a pu éviter des déplacements inutiles. Aussi, les délais d'attente de la qualité des services de radiographie s'est vu améliorer. Donc, il y a eu des améliorations vraiment à plusieurs niveaux. Voilà. Prochain cliché. Nous avons le sentiment que beaucoup des principaux facteurs de réussite viennent du fait que les gens travaillent au sein de la communauté, donc proche des patients. Ça aide beaucoup. On a entendu dire qu'avec des programmes comme ceci, parfois, il y a des préoccupations sur la santé, la sécurité ou des cadres législatifs ou de réglementation. Et aujourd'hui, on peut parler du fait qu'on peut faire ce travail ici à la formation, les suivis, et tout cela se fait dans le contexte d'une équipe. Et nous avons la chance, il y a un Safety Act, il faut un opérateur qualifié qui est responsable. Donc, ce programme nous permet de répondre aux exigences selon la loi. Et du point de vue des pratiques professionnelles, ça a été conçu par le OAMRS pour être en ligne avec les profils de compétences des technologues en radiologie de l'association. Donc, ces compétences ont été dûment réfléchies. Autre point de préoccupation, on parle de la possibilité pour davantage de formation. Peut-être que quelqu'un va vouloir aller en soins infirmiers, en études laboratoires, etc. Donc, il y a la possibilité de bifurquer.
si jamais ils veulent continuer sur un autre chemin durant leur carrière. Prochain cliché. Alors, les prochaines étapes, on continue d'encourager l'inscription au programme de FRF, mais évidemment, l'élargir. Voilà, on veut que tout se fasse de façon cohérente. Et il y a d'autres projets qui, adoptent les mêmes principes. Prochain cliché. Merci beaucoup encore. Merci de m'avoir permis d'être ici, d'avoir partagé quelques idées avec vous. Et n'oubliez pas qu'il y a une grande équipe derrière moi et partagez vos questions, vos idées, vos commentaires dans la boîte de clavartage. Et je vous recède la parole, Andy. Super, super présentation, Jasmine. Et je pense que nous allons maintenant pouvoir ouvrir le plancher, comme on dit. J'ai vu que plus tôt, il y avait quantité de questions de poser à Mélanie et elle a été très rapide pour y répondre jusqu'ici. Alors, on a répondu à toutes les questions qui ont été soumises jusqu'à maintenant. Il nous reste 3 et demi minutes. Alors, quiconque qui a une question ou un commentaire, je vous invite à le faire dans la boîte de clavardage. Vous pouvez rallumer votre micro et poser votre question à voix haute. J'aimerais faire un commentaire sur la dernière présentation, Jasmine. C'est un exemple extraordinaire, si vous me permettez, de faire venir de nouvelles personnes au mélange, si on veut, au groupe de prestataires. Bon, on parle d'élargir la portée de la pratique, etc., mais on dépend toujours des personnes déjà existantes. Par exemple, au Manitoba, on a mis beaucoup d'emphase sur la récupération d'imagerie pour les diagnostics et autres choses après la pandémie, mais on dirait que les priorités et les fonds concentrés à ce programme enlèvent ces personnes-là d'autres tâches, d'autres postes, alors que dans votre cas, on ajoute des capacités nettes nouvelles au système. Est-ce que j'ai bien compris ça? Il s'agit de nouvelles ressources. Bon, je pense que comme pour tout programme, il y a des défis. Bon, il y a quelqu'un qui travaillait au bureau de poste et qui a été formé pour faire cela. Oui, alors il y a aussi un ajout de personnel ou d'effectifs. Ça nous aide à réfléchir au mélange et où il est possible de sauver du temps et de s'assurer que les gens travaillent à pleine vapeur en tant qu'équipe. Oui, les différents éléments du casse-tête sont très importants. Il est important que ces éléments s'imbriquent. Mais le gouvernement donc fait preuve d'engagement, d'avoir une implication plus grande des Inuits en termes de dotation d'effectifs dans le domaine des soins de santé à travers le gouvernement et du territoire. Bon, je vais accorder une dernière minute. Bon, une minute encore. Je vais céder la parole à Jennifer Major et qui va parler d'initiatives ESC qui, je sais, seront d'intérêt pour vous. Il y a des nouvelles choses qui s'en viennent. Alors, une fois, 2 fois. D'accord, vendu. Je vais céder la parole à Jennifer. Si vous avez une question, soyez bien à l'aise, soumettez ça dans la boîte de clavardage et on soumettra ça, on dirigera ça à la personne responsable. Allez-y, Jen. Merci beaucoup. Merci pour ces présentations. C'était vraiment formidable d'entendre tout ce que vous aviez à dire et de nous parler de ces choses excellentes qui se passent dans ces différentes communautés au Canada. Alors, prochainement, je vais partager de l'information sur 2 programmes qui pourraient vous intéresser. Et merci à Kelly qui nous a aidés avec ce programme. Alors, les 2 programmes reconnaissent les forces des leaderships et à quel point c'est important et cherchent à éclairer les forces et puis pour mieux répondre aux besoins des communautés locales et des fournisseurs. Alors, l'information sur le premier programme se trouve là et qui cherche à renforcer et améliorer l'accès y compris du point de vue culturel, les services primaires dans les communautés nordiques rurales éloignées. Alors, on parle d'argent de démarrage jusqu'à 13 000 par équipe, de réseautage personnel et en groupe, des activités, des événements, du coaching et aussi du soutien pour adopter des besoins qui répondent des exigences qui répondent aux besoins des fournisseurs et tout le monde dans le domaine des soins de la santé. Les équipes seront appuyées pour mesurer et évaluer l'impact d'une pratique prometteuse sur l'expérience auprès des patients et des fournisseurs, réduction des transferts et des visites aux urgences qui sont évitables et d'autres façons à chercher à créer des retombées. Qui devrait donc se présenter?
Alors, des groupes qui offrent des soins primaires en équipe dans les communautés nordiques rurales éloignées qui souhaitent adopter une nouvelle pratique prometteuse. On encourage plusieurs groupes à soumettre des candidatures ensemble, donc parce qu'on peut avoir un impact sur une plus grande quantité de personnes. Un candidat pourrait être un groupe de cliniques de soins primaires ou de postes de soins infirmiers desservant des communautés rurales ou éloignées d'une province ou d'un territoire qui souhaitent poursuivre la mise en œuvre ou la diffusion d'une pratique prometteuse pour améliorer l'accès aux soins primaires en équipe. Par exemple, eh bien, toutes ces personnes donc, veulent travailler ensemble pour renforcer ou adopter une pratique qui améliore l'accès à ces soins primaires. Comment s'y prendre? La candidature sera ouverte à compter du 11 juillet et jusqu'au 25 septembre. Il y aura des appels de prévus pour évaluer l'admissibilité et soutenir le processus de demande. Vous voyez le courriel sur le cliché, à savoir qui vous pouvez contacter, et Megan va intégrer ça au clavardage. Ensuite, avec un comité consultatif, nous allons réviser et choisir des équipes qui se joindront au programme au mois d'octobre et les activités et les avantages passeront de novembre à septembre 2024. Alors, vous devez vous tourner vers nous si vous voulez davantage d'informations sur ce programme. Alors, au prochain cliché, il y a de l'information à propos d'un deuxième programme qui s'appelle le défi innovation, changement à la santé. Alors, beaucoup d'équipes et d'autres organisations sont en train d'avancer des approches novatrices qui aident avec la question des effectifs de front, comme nous l'avons entendu dire aujourd'hui sur le webinaire. Pour aider et soutenir ces efforts, ESC est en train de lancer ce défi justement de l'effectif. Quel est cet effectif? Si vous, vos collègues, souhaitez essayer de nouvelles approches visant à favoriser la rétention du personnel et soutenir vos effectifs actuels en santé, alors ce programme pourrait vous intéresser. Il est basé sur les résultats, qui offre des occasions pour des récompenses monétaires sur 12 mois et reconnaît et récompense les succès d'équipes qui changent la situation pour ce qui est de l'amélioration de la rétention et du soutien de l'effectif actuel. Les inscriptions commencent le 27 juin et demeureront ouvertes jusqu'au 30 avril de l'année prochaine. Les équipes pourront participer autant qu'elles le veulent ou aussi peu qu'elles le veulent, mais plus elles le font de façon précoce, plus il y a des possibilités d'obtenir des récompenses. Au prochain cliché, vous allez voir des exemples de certains des avantages de se joindre à ce défi. Je pense que c'est encore le prochain cliché. Accès à des prix monétaires. On parle de jusqu'à 112 000 s'il est possible de maximiser toutes les offres du programme. C'est la possibilité aussi d'être lié à une plus grande communauté d'innovateurs et d'autres gens au Canada qui font face aux mêmes défis et qui ont déjà trouvé des bonnes solutions pour ce que vous cherchez peut-être à faire vous-même. Accès à un accompagnement par des spécialistes, un large éventail de ressources pour partager des pratiques exemplaires et des outils éclairés par des données probantes, des webinaires 2 fois par mois, aussi soutien pour ce qui est de la perception des données, pour regarder un peu comment les choses évoluent. Alors, pour davantage d'informations, vous serez en mesure de trouver ça sur Healthcare Excellence Canada et son site Web à partir du 19 avec toutes les occasions. Et il y a de l'information, comme vous voyez là. ESC va être l'hôte de 2 séances, questions-réponses, 28 juin et 19 juillet. Donc, restez à l'écoute. Et le lien pour s'inscrire sera inclus sur le site ESC à partir du 19 juin aussi. Mais si vous avez des questions entre-temps, soyez bien à l'aise de vous joindre à nous par courriel avec l'adresse qui figure là pour ce défi. Il y a une personne ESC qui prendra contact avec vous. Donc, je pense qu'il nous reste 5 minutes et les gens peuvent continuer à travailler, peut-être aller vous balader. On va tout simplement passer au sondage de fermeture, si vous le voulez bien. Alors, il s'agit d'un court sondage. Votre, évidemment, rétroaction est vraiment très importante. Prenez quelques instants pour répondre à ces questions. Vous voyez que tout cela est affiché maintenant. Les questions sont quel est votre genre? Quand on parle de genre, c'est le genre que vous ressentez être ou ce que vous vous exprimez être de façon publique. Les options sont hommes, femmes, diversifiés ou préfèrent ne pas divulguer. Deuxième question, est-ce que votre connaissance
ou vos connaissances s'est améliorée en termes des pratiques prometteuses pour la rétention de personnel soignant dans les communautés nordiques, rurales et éloignées suite à ce webinaire? Avez-vous l'impression que ce webinaire vous a fourni des informations utiles, oui ou non? Et ensuite, assurez-vous d'appuyer sur Soumettre pour partager vos réponses avec nous. Alors, on apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de le faire. Ça nous aide vraiment, tandis que l'on cherche à préparer les événements pour l'avenir. Quelques instants. Alors, tandis que vous êtes en train de terminer, j'aimerais vous dire merci. Un grand merci à Randy et toute l'équipe de l'ICIS, CS et Shannon, Mélanie, Lisa et Jasmine pour leur présentation informative et encourageante aujourd'hui sur le travail accompli pour favoriser la rétention du personnel soignant actuel qui, en fin de compte, soutient les soins aux patients. Tout ce que vous faites est extraordinaire. On aimerait remercier tout le monde qui participe à l'appel. Merci d'avoir pris le temps de participer à cet appel malgré votre horaire très chargé. Si vous avez des questions ou des commentaires suite à l'événement d'aujourd'hui, veuillez nous contacter, me contacter en utilisant l'adresse email à l'écran. Et voilà, cela met fin à l'événement d'aujourd'hui. Passez une excellente journée à tous et à toutes et merci de vous être rejoints à nous. Merci. Merci aussi au soutien technique. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.